à tous, bienvenue dans ce webinaire pour composer soi-même son XDR. Donc, on est ravis de vous accueillir ce matin sur cette présentation. Donc, je suis Floriane Alix, je suis directrice des opérations chez Airfang Lab. Et ce matin, je suis accompagnée de Pierre. Bonjour à tous, Pierre Guillaume, donc moi je suis Product Manager chez GetWatcher. Et surtout de Benoît. Bonjour à tous, je suis Benoît, je suis RSSI/directeur cyber du groupe Nexter. Donc ce matin, on va vous parler de l'XDR, Extended Detection and Response. C'est un concept qui a vu le jour il y a une paire d'années maintenant, et aujourd'hui, ça reste encore quelque chose d'assez flou. Chacun a sa propre définition, notamment pour les éditeurs d'XDR. L'intérêt, c'est finalement que sa définition soit la définition pour tout le monde, puisque en marketing, on a une petite règle intangible qui est le premier arrivé devient leader de son secteur. Et même le Gartner, aujourd'hui, finalement, n'aide pas forcément à normaliser la définition du XDR, puisqu'on a des technologies à géométrie variable, et le XDR, c'est potentiellement plusieurs typologies de capacités de détection et de réponse, et elles sont globalement facultatives à part le DR. Donc, du coup, même cette définition du Gartner, ça entretient le flou sur les propositions de valeur de l'XDR. Et ce qui va finalement compter, c'est comment les RSSI perçoivent cette nouvelle technologie, en tout cas ce nouveau concept, et comment ils se l'approprient. Et pour ça, aujourd'hui, Benoît va nous en parler un peu plus. Du coup, c'est quoi pour toi le XDR? Alors, le XDR, d'abord, je vais essayer de te rassurer. J'espère que pour une fois, la définition est suffisamment floue pour que les RSSI ne tombent pas dans le piège de la boîte magique qui fait tout et qu'ils prennent un peu de recul et qu'ils aient le temps un peu d'y penser. Le XDR, pour moi, pour l'équipe, j'ai reposé la question en interne, mais pour vous, c'est quoi? Et finalement, il n'y a pas de définition, c'est une approche. Et c'est une approche liée à l'évolution de la cyber aujourd'hui. La cyber pure conformité, ça n'existe plus. Aujourd'hui, faire de l'IT, c'est tu montes un camp dans une zone hostile, plusieurs camps qui se parlent entre eux, tu te fais attaquer de partout et tu as besoin de le défendre. Pour ça, tu as certains moyens, certaines personnes que tu as dû entraîner, mais tu n'as pas les moyens infinis. Donc, tu as un peu de stratégie, tu dois analyser les menaces, savoir d'où ça arrive, et tu as besoin d'une certaine agilité et de capacité. Donc, pour moi, l'XDR, c'est ça. C'est cette espèce d'ensemble de capacités que tu peux ajouter, déplacer, retirer en fonction des menaces et de l'évolution de la situation. Par rapport au SOC-CERT, finalement, l'XDR, c'est l'ensemble des outils, des process et des capacités qui donnent de l'agilité dans la réponse. En gros, moi, mes bonhommes au CERT, c'est des mecs armés, ils ont des capacités, ils sont entraînés, mais ils ne savent pas trop quelle sera la menace de demain ou quelle sera l'agression de demain. Et donc, ils ont besoin d'être hyper agiles et hyper réactifs. Et un peu plus que ça, le XDR, plus que des briques que tu mets les unes à côté des autres, c'est les briques qui, quand tu les mets ensemble, t'apportent un peu plus de valeur, t'apportent un peu plus d'informations. C'est la fameuse 1 plus 1 égale 3, c'est réussir à faire plus avec chaque brique. Ça prend un peu de temps, c'est pas simple, et c'est forcément, quand on a dit modulaire, on se dit que ça ne sera pas un truc monolithique. C'est pour ça que j'espère que la pure définition XDR, elle n'aboutira jamais vraiment et qu'on restera toujours dans un truc, il faut s'intégrer le concept et il faut réussir à choisir ces éléments en fonction de ce qu'on a à faire. Alors, du coup, par rapport à ce concept-là, quels sont les éléments déclencheurs, notamment pour passer pour engager sur les travaux sur ce framework-là? Parce qu'il y a toujours un historique, on a du périmétrique, etc. Il y a des stratégies existantes, historiques. C'est pas toujours simple, en fait, de faire le pas. Il y a déjà cette prise de conscience, et merci de la partager aujourd'hui, mais voilà, comment avec les équipes, finalement, vous avez pu passer le pas? Un peu de la conformité, mais vraiment un tout petit peu, parce qu'en plus, on va dire que les textes fondateurs de la réglementation française, pas les guidancy, les textes réglementaires qu'on doit appliquer, commencent à dater un peu. Et en fait, toute la notion de DR, XDR, ils ne connaissent pas du tout, ils sont encore sur les antivirus. Donc, la conformité, un peu, mais pas tant que ça. Le vrai volet, on va dire que on a eu chaud aux fesses, quoi. On a chaud aux fesses au quotidien. On se fait agresser. Ça rentre un peu, on est obligé de les ressortir. C'est compliqué au quotidien. On n'a pas non plus une armée de bonhommes, donc on a besoin de mieux les outiller, de mieux
leur donner des capacités de réaction. On a besoin de reprendre la maîtrise en interne. Donc, on a vraiment un besoin de gagner en sécurité par nous-mêmes. Et honnêtement, on a aussi eu un peu, moi j'ai eu la chance d'avoir un petit alignement de planètes sur une restructuration de la prise en compte numérique dans le groupe. Et on a fait une conjonction avec la reprise en compte aussi de la cyber. En gros, on a rapproché le RSSI, le DSI ensemble, on a consolidé les choses ensemble, tout le monde est un peu aligné sur l'importance du truc, et on a réussi à avancer comme ça. Mais du coup, tu avais un alignement de planète, vous êtes aussi restructuré en interne. Ouais. J'entends que tu as eu chaud aux fesses. Au quotidien, tout le monde. Ouais. Mais du coup, ok, à partir de ce constat-là, à partir de cette restructuration-là, quelles ont été comment tu as pu construire ta feuille de route? Parce que tu parles de quelque chose de modulaire qui va évoluer dans le temps et comment, en fait, au démarrage, tu as posé les éléments? C'est une bonne question. C'est comment on fait la stratégie en gros. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Dans quel ordre? On l'a dit. Là, ça reprend un peu l'image du camp à défendre. C'est d'abord, il faut connaître son territoire. Qu'est-ce qu'on a à défendre? Alors, connaître son territoire, c'est les implantations, c'est les réglementations, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas, est-ce que j'ai le droit de tout mettre dans le cloud ou pas, qu'est-ce que je garde chez moi. C'est les menaces. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? C'est les fameux risques. On a un peu l'impression de jouer à risque. Mais le nom est très bien trouvé. C'est Florian qui m'a soufflé l'idée en amont. Mais c'est vraiment ça. On joue avec le risque, on essaie de le réduire. Donc, on a son territoire, ce qui peut nous agresser, et quels sont les moyens pour se défendre. Alors, les moyens qu'on a aujourd'hui et les moyens qu'on pourrait acquérir. Donc, ça, c'est ce qu'on a besoin de connaître pour réussir à mettre en place une stratégie. Quels sont les moyens d'avoir ces informations? Fondamentalement, les échanges avec les pairs. Il faut discuter avec les autres. On a tous eu un problème, on a tous eu une solution, on a tous une connaissance. Savoir ce qu'on peut faire. Les échanges avec des partenaires, mais des vrais échanges, hein, pas des échanges commerciaux, pas des échanges, on a un truc à te vendre, vraiment, vous faites quoi? Pourquoi? Est-ce que ça répond à mon besoin? Oui, non. Non, peut-être aujourd'hui, peut-être oui plus tard, et on se le dit. On va échanger. L'accompagnement d'un tiers consultant, ça peut être intéressant sur la méthodologie. Mais l'autre partie, pour connaître son territoire, il faut aller voir les gens, il faut aller voir les métiers, il faut savoir comment ça bosse. Surtout qu'il y a tout ce qu'on connaît et il y a tout ce qu'on ne connaît pas. Et je ne parle pas du shadow IT que les mecs font dans leur coin, dans leur bureau. Je parle de tous les projets métiers qui ont eu un besoin à un moment donné, qui ont eu une infra, qui est légitime, qui est normale, mais qui n'est pas sous notre scope, qu'on a besoin de reconnaître, de retrouver. Voilà. Donc, échanger avec les pairs, avoir des informations, des vraies informations, essayer d'aller voir les métiers et de connaître son territoire. Ça fait beaucoup de choses à aller voir en interne. À la fois, j'entends aussi en externe avec des partenaires, même vos pairs. Donc, est-ce qu'il y a des éléments quand même déterminants dans l'identification en fait de cette stratégie? Il y a beaucoup de choses là qui sont ressorties. Est-ce qu'il y a 3 conseils là, à retenir pour un RSSI qui voudrait avoir un peu la même démarche que vous au niveau du groupe? Est-ce qu'il y a, depuis le début, on a entendu profiter de cet alignement de planète avec une refonte de la stratégie globale chez vous, avec un rapprochement RSSI, CISO. Là, il y a beaucoup de discussions à avoir. C'est long à construire. Les points clés. En fait, c'est pas si long que ça à construire. Quand on est un peu entre sachants, ouais. On va pas se faire de l'EBIOS et rien sur l'ensemble du périmètre. Hein, on est un peu tous dans le même. Les boîtes, entre nous, on connaît les méta-risques, on connaît un peu les options de protection, on connaît un peu sa carto. Grosso modo, on tombe pas dans... Et on se dit, là c'est un peu gris, là, c'est un peu sombre, là, on voit pas bien. Donc, finalement, avoir une stratégie en se disant, les zones les plus critiques à ce niveau-là, c'est pas si long. Après, savoir choisir le bon produit, savoir, une fois qu'on a identifié vers où on veut aller, là, ça prend un peu plus de temps. Donc, typiquement, chez nous, on avait l'anti-spam, le firewall, le proxy, tout ça tombait dans un CIEM, donc on avait les premières briques. Donc, naturellement, on s'est dit, on a anti-spam, proxy, firewall, c'est du périmétrique. Sur les postes de travail, on avait de l'antivirus bof. On s'est dit, OK, on va se focus d'abord sur le poste de travail. On est tombé dans le DR. Ensuite, on s'est dit, OK, maintenant, on a le poste de travail, la latéralisation, le nord-sud, on ne voit pas très bien, hop, on rajoute de l'EDR, du NDR. Et on a eu à peu près la même démarche sur le choix pour choisir les produits. Alors, on a aussi de la sandbox que je rajoute. Donc, maintenant, on a fait en sandbox, NDR, EDR.
Et dans les 3 cas, ce qu'on a fait, c'est que, on a été très humble. Hein. J'ai des très bons experts dans mon équipe qui sont très bas de niveau. Enfin, mais aucun de nous ne connaissait réellement ces solutions. On sait ce qu'on nous a dit, on sait ce qu'on lit dans Gartner, mais concrètement, ça fait quoi? C'est quoi le champ des possibles? Ça marche comment? Est-ce que c'est facile à utiliser? Alors, on a un peu secoué la boîte, et d'habitude, tu fais un cahier des charges, et tu dis, je veux que ça fasse ça, je veux que ça fasse ça, je veux que ça fasse ça. Puis des fois, tu t'amènes des fonctionnalités qui n'existent pas, ou tu oublies des trucs importants, ou voilà. Donc, on a dit, on fait l'inverse. On va commencer par tester sur des petits périmètres, sur vraiment des petits sujets. Et quand je dis on, c'est les utilisateurs finaux. C'est ceux qui vont l'avoir entre les mains. Il faut que ça leur pèse, il faut qu'ils le comprennent, il faut qu'ils arrivent à l'utiliser. Donc, on leur a dit, voilà, vous testez. Et on teste à la fois la solution et on teste le partenaire. Et si ça ne se passe pas bien en phase de pré-test, qui est quand même on va dire, une phase critique commercialement pour l'éditeur. Si ça ne se passe pas bien là, alors que normalement il est censé mettre tous les watts, dit qu'après ça se passera mal. Donc on teste les produits, les relations, le partenaire, on teste l'intégration, on met la DSI dans la boucle et on teste. Et en partant de là, on se dit, OK, on voit un peu plus tout ce que ça peut faire. On a le champ des possibles, on a l'utilisabilité, et là, à partir de ça, tu commences à faire le cahier des charges. De quoi tu as besoin? Pour rester humble, on ne connaît pas tout, on construit le besoin, on teste aussi l'interopérabilité, on teste quelque chose comme ça. Et c'est comme ça, à la fin, qu'on arrive à choisir la solution qui nous convient. Le meilleur assemblage, finalement. Le meilleur assemblage. On dit, c'est des bonhommes entraînés qui ont des capacités. Si tu as des capacités, mais que les bonhommes n'arrivent pas à les utiliser, ça ne marche pas. Si tu as des capacités où tu as promis des choses, pour de vrai, ça ne le fait pas vraiment, ça ne marche pas non plus. Voilà, donc c'est vraiment tout ça ensemble, on arrive à choisir à la fin les bonnes briques. Dire on a besoin d'un EDR, c'est facile. Se dire ensuite lequel on prend, c'est un choix un peu plus compliqué. Tu as un exemple un peu concret, par exemple, sur quand tu as commencé à travailler sur une des solutions spécifiques? J'ai un exemple, GetWatcher, sur, en fait, à la fois le test et le test de l'outil, le test du partenaire. J'ai quelqu'un qui est un peu violent dans mon équipe, qui a pris la V1 de GetWatcher, qui a dit c'est de la merde. GetWatcher a dit mais non, mais c'est parce que. Alors, il est toujours un peu extrémiste. Ah, ouais, ok, on avait un gap on avait un truc à faire. Et GetWatcher a promis de le faire. Promesse de commerciaux, on dit toujours, c'est dans la roadmap, c'est prévu en 2022, c'est promis comme ça. Tu dis, ouais, bon, Christophe, il a dit, ok, on va tester quand même. Et bien là, on a été bluffé. Ça a été fait, ça arrivé dans les temps, ça a répondu aux questions. Et mon mec un peu comme ça, là, qui découvre la semaine dernière, il m'a dit, désolé pour l'expression, ça trouve le cul. Voilà. On a testé à la fois, honnêtement, le produit à un instant donné, on a fait un feedback honnête, très honnête même, et on a vu qu'on arrivait à bosser ensemble et qu'on arrivait à avoir la solution. Pareil sur Harfang, c'est vraiment ce qui nous a. Il y a la solution, il y a les échanges qu'on a eus, il y a eu les améliorations, la prise en compte de tout ce qu'on pouvait dire dans le cycle d'amélioration. Il y a aussi un choix déterminant. On arrive à avoir une solution qui ressemble à ce qu'on veut réellement, qui est vraiment utilisable. Voilà. Pareil sur la Sandbox. Et du coup, la Sandbox, puisque tu m'as expliqué une démarche pour le DR, le NDR pour avoir la latéralisation, dans ta feuille de route, la Sandbox, elle s'intégrait par rapport à l'EDR et au MDR, comment? Alors, temporellement, c'est arrivé EDR, Sandbox quasiment en même temps, avec 2 porteurs de projets différents et des intercos. La Sandbox a été plutôt branchée côté anti-spam, et ensuite elle s'est rebranchée au niveau EDR pour qu'ils puissent venir redéverser des choses dedans. Mais la même démarche, on a pris, on a testé, on a comparé, on a essayé. Et après, dans les critères de choix, la fameuse souveraineté, finalement, tu as 2 produits qui font un peu la même chose, qui ont un peu les mêmes prix, qui font. Voilà. Te dire que d'abord, tu réinvestis en France et que tu as un cercle vertueux. Alors, nous, on est industriel français. On aime bien quand la France ou l'Europe réinvestit dans l'Europe. Donc, on est vertueux, on fait à peu près la même chose. Puis, honnêtement, souveraineté, ça veut dire pas trop loin. Pas trop loin, ça veut dire des échanges faciles. Et ça veut dire qu'on arrive à mieux bosser ensemble. Au-delà de tous les aspects, il faut dépendre de la proximité, notamment. Proximité, culture,
Mais enfin, on parle de la même façon. Les gaps culturels sont parfois très compliqués à gérer. Quand tu essaies d'expliquer un problème sans que ça se passe mal, sans que. Voilà. Alors, moi, je voulais maintenant un peu voir se projeter potentiellement sur le futur et voir comment vos équipes en fait abordent ce sujet-là. On a parlé de beaucoup de techno, de protection, on parlait assemblage, on a parlé un petit peu avant de commencer ce webinaire sur cette notion d'évolution de la menace, d'évolution des outils, d'évolution des compétences des équipes, etc. Comment tout ça, finalement, va évoluer? Continuer à tester des outils, peut-être, intégrer de nouvelles solutions dans cette démarche XDR, voilà, pour essayer de se projeter ou de voir un peu quelle continuité vous allez donner à ces types de projets-là. Comme tu dis, hein, le XDR, c'est une démarche. Enfin, c'est perçu comme ça. De notre côté, les RSSI, mais je ne veux pas généraliser, de mon côté, le XDR, c'est une démarche. On a besoin de protéger l'ensemble, d'être modulaire. Donc, naturellement, je pense qu'il y a un gap à franchir de suffisamment de solutions, de personnes, d'agilité pour dire on est dans une démarche réellement XDR, enfin on est dans un fonctionnement XDR. On est dans un fonctionnement XDR. Là, tu as raison, c'est qu'à partir du moment où on a atteint ce niveau de maturité, on rentre dans un cercle d'amélioration continue. C'est moyennement vrai. On s'améliore un peu, mais surtout du maintien du niveau de la robustesse. Les attaques, les menaces évoluent. Si nous, on n'évolue pas, notre niveau de sécurité face à la menace diminue. Donc, on a le besoin de maintenir ce niveau d'agilité et de solution de modularité pour ne serait-ce qu'avoir le bon niveau de sécurité dans le temps. Après, plus concrètement, on essaye de s'améliorer sur, à court terme, hein, c'est des briques qui font plein de choses. Il faut réussir à bien les opérer jusqu'au bout chacune. La fameuse capacité et entraînement des bonhommes. Le grand terme d'améliorer la détection de la réponse par la collégialité, l'intersection des données, tout ça, pareil, c'est pas le buzzword, ça s'entraîne, ça se travaille. Qu'est-ce qu'on voit réellement? Comment on les interconnecte? Comment ça remonte? Donc ce fameux, tirer des informations plus intéressantes de l'ensemble. Ça s'outille, ça s'entraîne. Commencer à regarder d'autres briques. On a un petit œil on va dire sur Glimpse, par exemple, qui ont une approche un peu différente, complémentaire de la sandbox. Regardez un peu ce qui se fait. On va voir des échanges, voir où est-ce que ça pourrait s'intégrer. Maintenant, pas maintenant, est-ce que c'est nécessaire, qu'est-ce que ça apporte. Évidemment, on a plein de trucs. Et donc là, la fameuse orchestration. Donc c'est l'intersection, mais c'est la réaction, c'est les fameuses réactions rapides. Hein. Dans un système de sûreté, on a tendance à dire, sécurité/sûreté, il faut au maximum virer l'humain. L'humain, il est faillible. Il y a un temps de réponse assez court. Donc, tout ce qu'on peut automatiser, il faut essayer de l'automatiser. Et tout ce qu'on ne peut pas automatiser, tous les outils qui sont mis en place ne doivent être là que pour aider l'expert dans sa réaction. Hein, vous arrivez aux urgences aujourd'hui, il y a plein de trucs qui vibrent dans tous les sens, qui font des analyses, qui ne sont là que pour apporter de l'information à l'expert, au médecin qui saura prendre une décision. À l'inverse, vous passez à l'aéroport, après je avec ma petite valise, et je passe ma petite valise dans le scanner, là, puis on regarde un peu l'écran, voir à quoi ça ressemble. Et là, j'ai une espèce de gros gun grand comme ça dans ma valise. Je dis, oups, c'est pas ma valise, ce n'est pas ma valise. Et en fait, le mec il dit, non, vous inquiétez pas, c'est juste que l'humain derrière son écran qui appuie, il est tellement vulnérable dans le temps, c'est-à-dire que la vigilance descend, de temps en temps, ils sont obligés d'insérer des fausses images pour s'assurer que le mec il reste vigilant, il le détecte, la personne à la console. Donc on a une vraie vulnérabilité de l'humain sur le répétitif et sur le pas intéressant. Toute ressemblance avec des socles un peu trop répétitifs, avec des fiches de réflexes trop standardisées, avec des choses comme ça, et que finalement, dans mon sur le long terme, ça ne marche pas. Apporte plus de difficultés que... Tout ce qu'on peut décrire dans une fiche un peu standard et qu'on peut automatiser, il ne faut pas le faire un humain. Il faut l'orchestrer. Tout ce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, il faut des gens qui ont les outils, la compétence, donc sur la manipulation d'outils, mais sur la connaissance de l'environnement, pour analyser et comprendre de quoi il s'agit. Et ça, forcément, c'est des bonhommes chez nous. Donc, on s'améliore sur l'orchestration dans ce sens. Automatiser tout ce qui est vraiment basique, hein, du blacklisting, des choses comme ça. Augmenter la vigilance, enfin, l'outillage pour les sachants. Et après, on a les fameux périmètres. Hein. On couvre ce qu'on sait qu'on couvre.
donc aller voir un peu plus loin s'il n'y a pas autre chose, réussir à ramener des métiers un peu spécifiques dans ces environnements protégés. Ces services de défense coûtent un peu cher en humains, en capacité. Peut-être qu'on peut en faire profiter d'autres entités du groupe qui ont des solutions. Mais on a besoin de mutualiser un peu tout parce que cher, compliqué, problème de ressources. Comment on... Justement, ton budget, tu Alors, gères comment? Parce mon que- budget, yallah, no problème. Alors honnêtement, en fait, pour de vrai, c'est pas dans ce cas-là, c'est pas complètement un vrai problème. J'ai eu 2 PDG successifs qui sont très très sensibilisés. Le nouveau, enfin celui qui est là en poste aujourd'hui, Nicolas Chemussi, il est arrivé. La première question, enfin une des premières questions qu'il m'a posée, c'est mais l'I 900 on en est où? Est-ce qu'on a un CERT? Et tu fais OK. Déjà la connaissance de la terminologie, de savoir à quoi ça sert, ça montre un très haut niveau de sensibilité. Donc, il n'y a pas un vrai sujet vraiment, finalement, du budget. À partir du moment où tu démontres qu'il y a un vrai risque, ce n'est pas un truc clairement conformité, FABD, c'est vraiment le budget. En général, tu as le budget. C'est plutôt un problème après aujourd'hui. Cohérente avec l'opération et ce qui est exactement. identifié aussi. Et le limitant, finalement, c'est la capacité à faire. Après, si je devais sur la stratégie, c'est l'humain, la DSI et tout le monde, ça reste une solution IT à mettre, voilà. Et après, sinon, globalement, sur moi, la stratégie que j'adopte en général, c'est la stratégie du double effet qui se coule. Juste, le double effet qui se coule, quand tu te lances dans un projet cyber qui te coûte de l'argent, il faut qu'il soit rentable. Dans le sens, il en ressort une nouvelle fragilité à corriger. Il faut qu'il soit lui-même porteur des événements suivants. Il ne faut pas arriver avec une feuille de route qui contient tout en disant ça va coûter tant de millions. En général, on dit non, mais laissez tomber. On y va par petits pas. Chaque étape alimente la suivante pour réussir à avancer. Donc, toi, dans ta tête, tu as ta trajectoire, et ce que tu présentes, c'est les étapes. Oui, parce que finalement, à chaque fois, tu vas enrichir aussi ta vision. Tu commences à regarder, tu détectes des trucs qu'on ne connaît pas. Ah, et des trucs qu'on ne connaît pas, il va falloir les creuser. Ok, tu rajoutes des éléments pour aller voir ce qu'on ne connaît pas et pour les analyser. Ok, on voit que c'est des trucs qui ne sont pas normaux. Comment est-ce qu'ils ont fait pour rentrer? Ok, tu-même, voilà. Et comment tu as réussi finalement à shifter d'outils cyber comme un cost center, vraiment un coût, à cette vision que tu es en train de partager, d'expliquer à un décideur que finalement c'est un investissement qui n'est pas à perdre parce qu'en fait, derrière, s'il y a un composant qui tombe, c'est un peu particulier chez vous, mais finalement, tout ETI, c'est le même principe. En fait. Alors, après, je disais au début, le RSSI, il doit apprendre le CPR, échanger sur les menaces, les incidents, les moyens, des choses comme ça. En fait, les grands chefs, ils font ça aussi. Et quasiment, sur la perte potentielle possible, il n'y a plus besoin de le faire. Quasiment pas, puisque entre eux, ils se connaissent, hein, ils vont à des hôtels, des machins, et comment tu vas? On m'en parle pas. Là, en ce moment, je suis sur un ransomware, mon usine est à l'arrêt, c'est une catastrophe. Je cite un exemple. Hein. Et où après, le grand chef revient en disant, mais et nous? Voilà. Donc finalement, sur l'impact du grand chef et les budgets, ça passe bien. Côté équipe, côté métier, côté les gens en interne, il y a un petit problème de perception. J'avais encore un point hier où les gens ne se rendent pas compte qu'une attaque cyber, ce n'est pas 3 heures. C'est plutôt plus rien, mais du tout pendant 2 semaines minimum, en gros, et puis après des mois pour récupérer des petits bouts. Voilà. Tu as encore un peu l'image de l'empêcheur de tourner en rond avec tes équipes en interne ou non? Très peu quand même. On a un gros volet sensibilisation. Alors, attention, je vais dire un gros mot. La sensibilisation, ça ne sert à rien. Je me fais écouter. Parce qu'on me dit, mais la sensibilisation, ça coûte un peu cher. T'as combien de pourcents? Même si j'en ai pas beaucoup, même admettons qu'on n'est plus qu'1% des gens qui cliquent. Oui, mais de toute façon, s'ils cliquent, il en suffit d'un. Donc, ça ne sert à rien, puisqu'il y en a toujours au moins un qui va cliquer. Ça ne sert à rien si l'optique, c'est de tomber à 0%. C'est indispensable, il faut l'accompagner des éléments de langage, pour expliciter à tous les gens dans ma boîte qu'on est fragile. Et c'est pas, on ne pointe pas du doigt. On est humain, on l'a dit sur la sûreté, on est vulnérable, on est faillible. Donc on est fragile, donc on met des solutions de sécurité en place, qui parfois sont un peu contraignantes, mais que c'est nécessaire et que c'est pour le bien de tous. La sensibilisation augmente drastiquement l'acceptabilité des mesures de sécurité et les contraintes au quotidien et le respect des règles.
Donc ça diminue un peu le risque quand même, la sensibilisation, il y en a moins qui cliquent. Mais surtout pour moi, c'est très utile dans expliciter notre fragilité et l'acceptabilité des mesures. Mais il faut communiquer dessus. Il faut dire, voilà, bah oui, on a fait une campagne de smishing il y a 15 jours. Elle était particulièrement bien faite. Hein. Elle est tombée dans le fil des SMS de la DSI qui annonçait les incidents et tout ça. Donc voilà, on a usurpé. Voilà. Le nom de domaine, il y avait un Q à la place d'un G, mais alors avec le soulignement du lien, bah, ça ne se voit pas. Donc forcément, c'était bien fait. Donc forcément, il y a des gens qui sont tombés. Et là, on va pas leur taper dessus. On dit, ça arrive. On ne vous a pas piégé en utilisant le moyen de la DSI. On vous a fait une vraie attaque, ça passe. Donc, on vous met des choses pour vous protéger. Parce que vous protégez, faites protéger la boîte, c'est vous protégez vous, les emplois, le fonctionnement, tout le monde. Quoi. Donc, du coup, la conduite du changement pour la mise en place de ton LDR, un petit peu de temps, ça a déroulé ou tu as aussi eu quelques sujets à partager? Il y a du tuning à faire. Il y a du tuning sur l'agent, le processus. Comment tu fous un agent sur un poste qui a déjà 12 000 agents et comment ils vivent ensemble. C'est un peu aujourd'hui la maladie des postes, c'est qu'on a plein d'agents qui font plein de choses. Quand on rajoute un, c'est bien compliqué. On a eu un peu de sujet côté EDR là-dessus. On a eu des sujets côté MDR, c'était plutôt sur, qu'on n'avait pas perçu, c'était toute la partie étape qui a un coût certain et qu'on n'avait pas forcément vu au début. Moi, je pensais que c'était pas une blinde, quoi, l'étape. Ça coûte une blinde. Voilà. Donc, il faut le prévoir dans le budget. On a eu des petits sujets de fonctionnement. Donc, on a des MIST pour récupérer des IOC. Il est arrivé qu'à un moment, un EDR n'était pas configuré exactement comme on le voulait. On a reçu un IOC, et pouf, ça a fait que le DR s'est déclenché à un endroit où il n'aurait pas dû se déclencher. Mais c'est presque du normal business. On y va pas à pas, on le fait au fur et à mesure. On essaie de pas trop impacter. Tout ça, ça a quand même alors le NDR moins, mais le DR+, ça a aussi un changement de paradigme quand même. Jusque-là, qui avait le droit d'accès à distance sur les PC des utilisateurs? C'était la DSI. Il n'y avait que la DSI qui pouvait faire de la prise de main à distance, des choses comme ça. Le DR, ça donne le pouvoir au CERT d'accéder et de perturber le fonctionnement de toute la DSI. Et donc, c'est pour ça que DSI CERT, il faut vraiment que ça bosse très, 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 très proche, qu'on soit d'accord sur les process, sur qui bosse dedans, sur comment on le déclenche, qu'est-ce qu'on fait, pour réussir à ne pas rentrer en confrontation dessus. Mais là, du coup, on revient un peu aussi sur les sujets d'automatisation, tes fameuses fiches réflexes qu'on va arrêter de les faire manuellement et on les automatise. Typiquement, c'est un travail que vous faites du coup en binôme avec la DSI. Ouais, des playbooks. Et ce qu'on veut faire, est-ce que c'est dangereux ou pas pour le fonctionnement? Est-ce que le playbook, est-ce que c'est un truc qui est complètement automatique ou c'est un truc qui enverra un message finalement à ceux qui font le run? Est-ce que voilà. Mais oui, les playbooks se construisent avec la DSI, évidemment. Et du coup, même pour après le maintien de tes playbooks, parce que je suppose qu'aujourd'hui, tu as un certain nombre de fiches réflexes, tu sais ce que tu veux mettre en place tout de suite. Mais pour le maintien des playbooks, ça va être plutôt DSI, plutôt CERT, plutôt les deux. XDR Power. C'est les deux. Aujourd'hui, mais même les outils de la cyber servent à faire du troubleshooting à la DSI. Les outils de la cyber, c'est le truc qui te donne des infos sur le fonctionnement de ton SI qui sont au quotidien hyper utiles pour la DSI pour comprendre pourquoi tu as un ralentissement, pourquoi un truc qui ne marche pas, pourquoi il y a une config qui ne passe pas. Pourquoi, voilà. On étudiait, est-ce qu'on est les empêcheurs de tourner en rond? Avant, ils avaient tendance à dire, ça ne marche plus, c'est la faute de la cyber. Maintenant, c'est ça ne marche plus. Et la cyber, pourriez nous dire pourquoi ça ne marche plus? Voilà. Avec tout ce que vous voyez passer, est-ce que vous avez des éléments pour nous? Donc en fait, ton SOC, il vient presque en même temps le NOC, quoi, ou en tout cas, il est intégré avec. Ils sont cul et chemise. C'est le même plateau. On se parle. En fait, on a une équipe un peu dédiée cyber côté DSI qui est le pendant du CERT chez nous. Et du coup, vous avez un vocabulaire commun finalement. On a un vocabulaire commun, on a des bières communes. Mais non, mais on a des échanges humains et tous les jours avec le DSI. Enfin, il y a cette frontière finalement, on gère l'écosystème numérique du groupe. On a des missions un peu différentes, mais pour aller dans le même sens. Et tout ce qui est cyber, c'est ce qui permettra de faire les nouveaux usages de demain, quoi. Je dis toujours, la cyber, c'est ce qui différencie une innovation d'un Darwin Award. Tu connais le Darwin Award? Je connais le Darwin Award. Darwin Award, pour ceux qui ne connaissent pas, bien que tu m'expliques. Darwin Award, c'est les mecs qui sont morts de la façon la plus bête possible. Foutre une fusée sur le toit de ta voiture pour essayer de faire une voiture à réaction dans le désert, c'est une innovation ou c'est un Darwin Award? Il s'est pris la falaise,
C'est un Darwin Award. Ah oui. Il aurait réfléchi 2 minutes au contexte, au risque, à ce qui pourrait mal se passer. On lui aurait mis un peu des objets de sécurité quelque part. Ça aurait été une innovation. L'innovation, si tu ne veux pas te prendre le mur quelque part, c'est bien d'avoir un peu de sécurité pour l'accompagner. C'est la sécurité qui permet de faire l'innovation un peu safe. Voilà, on accompagne les nouveaux usages. On a plein d'idées d'ailleurs. Souvent on lui dit mais arrêtez d'avoir vos idées. Voilà, on essaye de faire plein de choses. J'aime bien l'idée du Darwin Awards. C'est une question qui est assez intéressante en termes même si tu as envie de rechallenger ta feuille de route. C'est assez imagé pour avancer. La question de tous les RSSI, de tous les gens qui font la cyber au quotidien, c'est pourquoi il faut faire un truc, mettre en place une solution. La première question, c'est pourquoi? Qu'est-ce que ça nous apporte en sécurité? Est-ce que c'est par rapport au métier aussi, au fonctionnement des métiers? Si on bloque tous les métiers parce qu'on a une super solution, c'est pas bon pour la boîte. Donc, c'est quoi le risque global? Pourquoi on le fait? Quels sont les enjeux? Mais c'est un peu l'exemple que tu prenais avec la fusée sur la voiture. C'est d'être capable de dire, faites-le, on vous accompagne et on vous donnera les éléments de sécurité, que ce soit allonger la piste ou défoncer la falaise pour que vous ne la preniez pas ou mettre des parachutes. Mais c'est ce travail vraiment main dans la main, moi, que je retiens de ton discours avec cette DSI qui doit avancer, qui a un impératif d'avancer, et puis vous qui les accompagnez, qui les épaulez, et qui même, comme tu disais, dans certains cas, vous êtes vraiment dans l'apporteur de réponse, l'apporteur de solutions. Ça, c'est peut-être un shift qui n'existait pas il y a des années, quoi. Une petite question dans le chat sur le NOC. On est un peu rapidement sur les différentes notions de c'est quoi la différence entre un NOC. Alors, le NOC, chez nous, ils font beaucoup de la supervision, de fonctionnement des infras et du réseau. Est-ce que ça marche pas? Est-ce que les serveurs sont en charge? Est-ce que on a un truc qui s'est éteint? Est-ce que fonctionnellement, les applis sont bien dispo et des choses comme ça? Le SOC sera plutôt est-ce que les flux entre deux serveurs sont légitimes? Est-ce qu'une machine commence à faire du scan SSH? C'est normal. Alors, on a eu le cas la semaine dernière, merci à GateWatcher, d'un scan SSH. Bip, 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 bip. Mais en fait, c'était normal. C'était un outil de déploiement de mise à jour qui. La DSI encore, quoi. Mais c'était normal. On l'a vu, on a dit tiens, c'est bizarre. Légitime ou pas légitime? Légitime. Voilà, le SOC, il va biper sur ce genre de choses. Le NOC, lui, il va se dire est-ce que les mises à jour sont réalisées? Mais alors, typiquement légitime, tu l'as vu, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que ton SOC, il voit ce qu'il est censé voir. Comment tu traites ça? Ça fait partie des choses que tu vas vouloir automatiser en disant dans ce cas-là, le SSH, je veux plus que ça sonne, ou ça fait partie des choses où tu préfères garder la main manuellement? Là, ça va être à la main. Et c'est plutôt là, c'est la fameuse connaître son territoire. C'est légitime dans ce cas d'usage-là. Et c'est là où l'outil est important de pouvoir facilement expliciter une légitimité sur un petit périmètre. On n'est pas à dire on autorise le SSH partout. Voilà. OK. Là, entre là et là, c'est légitime, donc c'est OK. Et ça, c'est pas vraiment un playbook. C'est un fonctionnement nominal, on va dire. Et une fois qu'on l'a mis, normalement, il ne bouge plus trop. Est-ce que Floriane, tu as d'autres questions? Parce que je vois l'heure qui passe, on a un peu dépassé. Je pense qu'on a quand même fait. Il y avait une question à la fin sur les trois axes. Moi, c'était ça. Je voulais dire un petit peu un wrap-up de tout les conseils. Alors, les conseils, finalement, le pourquoi, c'est connaître son territoire. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi le contrat? C'est quoi les contraintes réglementaires? Est-ce que ça rejoint cette notion d'exposition à la menace quand tu entends ça fait territoire? Ça fait partie. L'exposition est un des éléments de connaître son territoire. C'est ça. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce qui veut m'attaquer? Comment ça fonctionne? Quels sont les besoins métiers? Si je suis un truc qui parle beaucoup avec l'extérieur et je dis je vais tout fermer, ça ne marche pas. Voilà, c'est vraiment savoir où je suis. Deuxièmement, c'est les compétences. Les RH avant l'outil. On a dit il faut faire tester les outils par les sachants. Il faut des sachants. Alors là-dessus, tu as justement une question dans le chat sur est-ce que tu as toutes tes compétences en interne pour opérer tes technos? Je suppose aussi, est-ce que tu t'appuies sur l'externe pour l'opération? Alors, on a donc un expert, c'est industriel de la défense, donc on a une petite spécificité, c'est que déjà toutes nos solutions sont full on-prem. Alors, c'est complexe dans certains cas parce qu'on aimerait bien pouvoir avoir plus d'agilité sur les infras, sur des choses comme ça. Mais en même temps, c'est un côté très positif, c'est que finalement, on est obligé d'acquérir un minimum toutes les compétences en interne. Aujourd'hui, on est entièrement, sur la partie cyber, on est entièrement en interne. À part des phases genre audit, la pré-contractualisation prise, des choses comme ça. Mais sur le run cyber au quotidien, on est en interne. Mais après, parce qu'on a des super bons partenaires aussi.
On est en interne, ça ne veut pas dire qu'on est seul. Mais ce que tu disais tout à l'heure, tu testais aussi tes partenaires pour On voir. teste les partenaires, on bosse avec les autres. On fait partie de l'Intercert. On bosse avec les autres cercles des autres industries de défense. On n'est pas seul. On a de l'info. Si on a un doute, on peut poser la question au sein de la communauté. Il ne faut surtout pas s'isoler. C'est ce qui nous écoute, l'Intercert. Pardon, l'Intercert. Alors, c'est un fork de l'ANSSI. C'est une association qui regroupe, je ne vais pas dire de bêtises, mais tous les cercles de France, c'est l'Intercert FR. Et au sein de ce regroupement, il y a des cercles thématiques. Et typiquement, il y a un cercle de la défense qui est un cercle de confiance pour on parlait de connaître son territoire et de la menace et du risque. On partage un peu les mêmes approches, les mêmes risques, finalement les mêmes menaces tous. On a des ABAC, des bonnes pratiques, des habitudes, voilà. des innovations. Donc on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on peut faire. Quand tu parles avec un père et tu lui dis, moi j'aurais besoin de telle solution, qui commence par dire, il y a le truc dans le cloud, purement 100% cloud, et qu'on a du mal à se comprendre parce qu'on n'a pas le même territoire, les mêmes enjeux, parfois un peu plus, c'est moins enrichissant, hyper intéressant, mais c'est moins une solution opérationnelle. Parler avec des gens qui sont dans le même contexte que toi, les mêmes problèmes, tu gagnes du temps. Du coup, dans l'Intercert, tu as les différents secteurs qui peuvent être représentés et tu vas pouvoir échanger avec ceux qui, justement, sont dans le même contexte que toi. Ouais. C'est intéressant même pour ceux qui ne sont pas dans la défense comme toi. Oui, l'Intercert. De toute façon, tu vas parler menaces, IoT, marqueurs, attaque, tout ça, bonnes pratiques. Je crois que la semaine dernière, il y en avait un, ça a parlé marquage des documents, marquage des marqueurs, voilà. Et puis après, c'est plutôt, ça t'apporte aussi, donc, l'Intercert FR, et ça t'apporte l'appartenance à une communauté qui a les mêmes règlements, les mêmes obligations, les mêmes enjeux, le même contexte que toi, et avec lequel donc, tu as beaucoup plus d'immédiateté dans mais toi, tu as mis quoi en place. Et à la fois, ça permet aussi à ceux qui ne l'ont pas, finalement, d'être curieux et d'aller poser ces questions-là à des gens qui ont complètement plus de contraintes, etc. Et de dire, bon, j'ai pas ces contraintes-là, mais jusqu'où je peux aller par rapport à ce fameux niveau de défense à avoir. Tu as dit le périmètre, le territoire à connaître, l'humain, on avait dit 3 points. Le territoire, RH, il faut de l'expertise. Il n'en faut pas forcément beaucoup, mais il faut des gens qui connaissent et qui sachent tester, maîtriser et comprendre. Et puis après, c'est y aller une démarche incrémentale et empirique. On y va, pas à pas, petit pas. On met les briques les unes après les autres, on apprend à s'en servir, on les interconnecte, on sait à quoi elles servent. On ne met pas une solution pour mettre une solution. On apprend au fur et à mesure et on fait au fur et à mesure, en ayant conscience de la menace. Et parfois, on fait des shifts. Parce qu'on avait identifié une menace, et puis il y a un gros truc qui arrive, on dit hop, on tourne 90 degrés à gauche, on se protège plutôt là. Voilà. C'est une démarche pragmatique. Donc, construire sur la base de ton risque et ton XDR, c'est pas juste une boîte magique. Une fois que tu as posé, c'est pas une boîte magique. Je le disais tout à l'heure, il y a l'approche XDR, il faut de la monitorer tout ça. Tu as un seuil où tu dis, on a comme on avait dit, une activité, un savoir-faire XDR, on a un fonctionnement XDR, quand tu as suffisamment de briques. Et à partir du moment où tu as embrayé le fonctionnement, ça se maintient dans le temps. C'est un art de vivre. Je pense que c'est le mot de la fin. Voilà. XDR, un art de vivre. On va remercier Benoît. C'est un art de survivre pour les restes. On va te remercier, Benoît, d'être venu partager ce moment-là avec Florian et moi. Je pense très intéressant, instructif sur votre approche chez Nexter pour composer vous-même votre XDR. On voit bien que c'est pas un chemin de croix, moi, c'est ce que je retiens quand même. C'est-à-dire que quand on a les bons éléments, le bon positionnement, la bonne attitude en interne, comme en externe, parce qu'on parlait de discuter avec ses pairs, ça avance bien. Des bons partenaires qui complètent, alors Arfang, Gatewatcher, on travaille aussi assez régulièrement entre nous dans le cadre de l'Open XDR Platform. C'est une question à ce sujet. Comment fonctionne un partenariat entre Gatewatcher et Arfang? Est-ce qu'on a une roadmap commune, des pubs communs pour tester l'interopérabilité des solutions? Et j'aime beaucoup cette question. On va rentrer dans le détail de justement comment fonctionne notre partenariat dans un prochain webinaire, puisque notre objectif, tous les trois, c'est vraiment de vous proposer tous ensemble un ensemble de trois webinaires sur la démarche. Aujourd'hui, on voulait vraiment s'intéresser plus particulièrement à comment cette démarche a été lancée et comment on a apporté le sujet opérationnellement, et on rentrera du coup sur comment avec Gatewatcher, on a apporté des réponses sur tes besoins d'interconnexion et d'interopérabilité des solutions
Et puis, Enfin, et nous-mêmes, on le dit, mais on est hyper partant pour faire partie de ce POC, de co-construire ensemble. On a franchi la barrière un peu utilisateur. On les construit ensemble des solutions, parce que ça marche pour le vrai. Venez chez nous et on dit, bah, voilà, le POC, on va faire un peu ensemble, puis on va le faire après chez nous, puis on va dire, voilà. Comme tu l'as dit, tu nous as bien challengé. Complètement. Je pense que c'est pas terminé, et puis j'ai même cet échange me donnait pas mal d'idées, donc je pense qu'on va continuer à avancer. Merci beaucoup, Benoît. Merci Florian d'être venu. On va donner rendez-vous pour la suite des webinaires, donc comme tu l'as dit, sur la partie XDR, et puis sur la partie collaboration, Arfang, GateWatcher, et puis toute la communauté OpenXDR Platform. Sur des prochaines dates, soyez vigilants, et puis à la prochaine. Il y a quand même encore quelques questions dans le. Je les vois pas, elles arrivent trop vite. Dans le chat. Je vous propose, plutôt pour toi, Benoît, comment imposer cette vision de construction d'une solution face à des solutions de certains éditeurs qui proposent les fameuses solutions magiques. Et là, je pense que c'est vraiment pour toi. Mais alors, imposer à qui Parce que si c'est finalement, en fonction de son positionnement, alors si ça pourrait être entre le RSSI et le DSI. Le DSI, il prend le Gartner. Un certain DSI pourrait prendre le Gartner et dit, bah non, mais ta solution, t'es gentil, mais elle n'est pas vraiment dedans. Et alors qu'il y en a une qui est en haut à droite, il faut prendre celle en haut à droite. Voilà. Donc ça peut être une discussion avec le DSI. On n'impose jamais rien à personne, surtout pas au DSI. Là, c'est plutôt la relation avec le DSI. On est en confiance. Il sait que finalement, je suis sur le sujet plus sachant que lui. Et que moi-même, finalement, je ne suis pas un hyper sachant, mais je me repose sur les équipes. Et dire non, mais le Gartner, les quadrants, tout ça, à la fin, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on veut chez nous. On teste, on regarde. Et à la fin, on arbitre. Donc la démarche, comment on impose? Non, on se fait confiance, on teste et on choisit ensemble. On a eu le cas sur une brique où il y avait vraiment une discussion à base de mais ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont dans le Gartner, on connaît le nom, pourquoi est-ce que vous, cyber, vous y allez avec là? On a fait nos tests, on a fait le rétex, on a profité de rétex d'autres indus pour dire mais quand on regarde, alors on est agnostique, mais on s'en fout finalement, on ne veut pas absolument une solution par rapport à une autre, on veut la meilleure pour la boîte. Et quand on compare un peu factuellement, finalement, les gens sont intelligents. Il ne faut pas rentrer en conflit. Il ne faut pas dire que c'est un con. Faut pas. Et non, mais on est là pour aller dans le même sens. Mais surtout que la question de se dire, effectivement, si je peux même pour Arfang Lab, effectivement, on n'est pas au Gartner, effectivement, on est plus jeune que certains de nos concurrents américains. Il n'y a pas à s'en cacher. Mais finalement, ce qu'on retient du message, c'est pas toi en tant qu'RSSI qui as choisi tout seul, tu as fait travailler tes équipes aussi, justement pour être sûr de réussir ton changement et qu'eux, ils soient onboardés dans cette nouvelle solution. Ils sont quasiment, en fait, même le choix de la solution, je leur dis, c'est vous qui choisirez. C'est pas moi, c'est vous qui l'utilisez au quotidien. Dites-moi, selon votre expertise, selon votre usage, selon la complexité à utiliser, vous en pensez quoi? Et c'est les sachants utilisateurs finaux qui, finalement, devraient toujours choisir. Et alors, du coup, ta discussion avec le DSI pour lui faire comprendre que justement cette posture de, si je schématise, 4 cadrans, c'est pas ça qui m'intéresse. Comment vous avez pu mener cette discussion finalement, on n'a pas parlé de solution, on a parlé de besoins avec le DSI. On dit, voilà, en gros, ça peut rentrer là, on a besoin de savoir. Toujours un petit gain pour la DSI. Hein. Aujourd'hui, on avait un doute sur un PC, un mec qui clique sur un lien ou sur un fichier, à Tulle, on a des sites à Tulle. L'équipe doit faire l'analyse pour savoir ce qui s'est passé. On appelle le mec, on dit tu le débranches, nous envoie le PC, on t'en rendra un propre d'ici 1 à 2 semaines. On bloque un métier pendant 1 à 2 semaines, voire le mec il ne le débranche pas parce que ça fait chier. On a un outil, EDR, on le dit à la DSI, écoute, non, maintenant, on l'isole, on prend un quart d'heure, et en un quart d'heure, on sait dire si c'est grave ou pas, et on peut le libérer. Tu vas passer, toi, la cyber, la DSI, pour les utilisateurs, c'est la même chose. Hein. C'est les gens qui font du numérique. Et rien que l'image de marque de la DSI, ça passera de quand il y a un problème qui me fait chier, tu m'enlèves mon PC pendant 2 semaines, à 15 minutes. Voilà. Ça, c'est le besoin. Bon, effectivement, là, ces conditions-là, de se dire que ça ne va pas être accepté. Et après, quand on parle de ça, ils ne parlent pas de produit. Ils parlent non, mais c'est génial. Ils parlent de leur quotidien, en fait. De l'impact sur leur quotidien. Je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Il y en a encore une qui se prépare peut-être. On va essayer.
Non, bah, Oui, bah, je crois que c'est bon. Donc, on va retenir quand même. Je retiens comme XDR, art de vivre. Je trouve que c'est un bon résumé. XDR, art de survivre ou art de vivre? Et bien, petite conclusion de vous dire. C'est ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour cet échange. Merci pour les projets en amont. Là, c'est un peu de mon côté, ça se passe hyper bien. Les équipes sont hyper contentes. Les outils sont top. On va pas trop le dire trop fort. Mais et je pense vraiment qu'on arrive à faire. Alors, on parle de l'écosystème français, on parle de ça, mais on a une façon de travailler ensemble qu'on ne voit pas forcément beaucoup ailleurs. Et on arrive vraiment à progresser mutuellement les uns des autres. Merci. Une évolution collégiale. Une évolution collégiale. merci beaucoup. Et merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Le replay sera disponible dès que nous couperons. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.